Alors, vous êtes présent pour remonter le temps avec nous, entre science, représentation, fiction. Mais quelle est la place de l'illustration scientifique? Elle est primordiale, vous allez le découvrir. Elle adopte une démarche naturaliste et réaliste pour représenter les espèces disparues à partir de simples fossiles. Mais les illustrateurs s'inspirent aussi du vivant et du vivant actuel, dans ce travail de reconstitution des espèces et de leur environnement du passé. Alors, comment se fait ce travail d'illustration? De la première rencontre entre les illustrateurs et les scientifiques jusqu'à la réalisation finale, en quoi les données, les recherches, la science qui avance se retrouvent au cœur de ces dessins et les font évoluer, et puis inversement, de quelle façon est-ce que les illustrations enrichissent aussi le travail du scientifique? Que s'autorise-t-on? Qu'est-ce qu'on s'interdit? Les questions sont tellement multiples que, sans plus attendre, je vous propose de plonger dans cette rencontre et au cœur de ces métiers avec nos trois invités. À mes côtés, Alexandra Houssaye. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes paléontologue, directrice de recherche CNRS au Muséum et vous appartenez au labo MECADEV. MECADEV, c'est-à-dire Mécanisme Adaptatif et Évolution, je ne me trompe pas. Vous êtes co-auteur du livre La mer au temps des dinosaures, un livre paru chez Belin et illustré par Alain Beneteau, avec nous. Bonsoir. Vous êtes illustrateur et nous pouvons aussi citer certains des livres que vous avez illustrés, La Terre avant les dinosaures, Requins de la préhistoire à nos jours, Le guide critique de l'évolution ou encore, le dernier, Jurassic Park et les sciences, ces livres parus chez Belin. On peut aussi saluer le travail qui est fait quand même chez cet éditeur. Absolument, historiquement, on est très férus de paléontologie. Et puis Charlène Le Teneur. On va le comprendre ce soir grandement, bien évidemment. Charlène Le Teneur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes dessinatrice, naturaliste et scientifique dans le laboratoire CR2P du Muséum, Centre de recherche de paléontologie de Paris, et vous êtes auteur du livre Dessiner les animaux, édité chez Erol. Alors gardez le micro, puisque je vous propose tout d'abord de vous présenter les uns les autres. Présentez-nous vos métiers, comment vous êtes tombés dedans, comment vous considérez aussi ce travail qui est le vôtre, au cœur de ce monde de la science et de la connaissance, et puis bien sûr le métier aussi de scientifique qui est amené à travailler avec les illustrateurs. Charlène Le Teneur. Bonsoir à tous et à toutes. Déjà, je voulais vous remercier d'être là. C'est vraiment sympa d'être venu nous écouter. Me concernant, donc moi je suis au Muséum depuis 17 ans à peu près. On va dire que j'ai fait mon diplôme, mon DSA, mon diplôme supérieur d'art appliqué de l'école Estienne, en passant mon diplôme en fait avec une chercheuse du laboratoire de paléontologie du Muséum. Et ensuite, j'ai tout fait pour y rester parce que je suis tombée amoureuse en fait de l'anatomie, de la façon dont on s'en sert en paléontologie, de ce qu'elle raconte des êtres vivants. Et voilà. Et donc aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance. Je travaille donc au laboratoire de paléontologie, donc au CR2P. Et en fait, je travaille avec les chercheurs au quotidien. Pour les chercheurs, pour les publications scientifiques. Donc après, je peux vous montrer différents. Oui, tout à fait. Il y a peut-être le petit boîtier qui permet de faire défiler les visuels. Alors voilà, typiquement, là, c'est un peu le type d'illustration que je peux avoir à faire pour les publications scientifiques particulièrement. On y reviendra tout à l'heure avec un descriptif, comment on arrive en fait à ce genre d'illustration. Il m'arrive de temps en temps de travailler pour les expositions du Muséum. Là, on va être plus sur des dessins pour le grand public. Alors, il peut y avoir aussi parfois de la reconstitution, il peut y avoir plein de choses différentes. Je travaille aussi pour des expositions plus générales. Je peux avoir à faire des fresques, à faire des reconstitutions, à faire plein de choses. Il m'arrive aussi de travailler pour la presse jeunesse en illustration et aussi j'enseigne l'anatomie artistique et la morphologie animale. Alors peut-être restons un instant, Charlène, sur l'anatomie, puisque ça fait vraiment partie aussi de votre métier et de votre formation. À la place de l'anatomie, vous aimez disséquer, travailler la matière comme un médecin légiste, je crois. Oui, tout à fait. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, j'ai vraiment une affinité avec l'anatomie parce qu'elle raconte des choses
sur la vie des êtres. Et je pense que ce que j'aime beaucoup dans la paléontologie, c'est qu'on a cette proximité avec les êtres. Et en fait, on a l'impression d'avoir cette proximité avec des êtres qui ont disparu et qui ont vécu il y a des millions d'années. Ça, c'est extrêmement touchant et c'est une grande chance en fait de travailler au muséum parce que on a les collections. Et en fait, on a de nombreux fossiles, on a de nombreux spécimens d'espèces actuelles pour travailler. Et ça, c'est très important. On aura l'occasion de voir combien l'anatomie est présente dans votre métier, parce que derrière ce grand foulard, vous verrez, Charlène vous a préparé des surprises, mais on ne vous dévoile rien pour l'instant. Alors, oui, peut-être vous vouliez ajouter quelque chose. Non, je ne sais pas si vous voulez que je vous montre l'exemple de maintenant ou après. On peut, oui. Puis ensuite, on donnera la parole à Alain. Allez-y, oui, Charlène. Ok. Ce qu'on va faire, c'est comme on était sur l'anatomie, je vous montre rapidement en fait comment je peux être amenée à faire une illustration scientifique pour une publication. Alors, donc ce que je vous disais, c'est que en fait, tout part d'un fossile. Et en paléontologie, donc ça, je pense que Alexandra pourra encore mieux le dire que moi. Mais avant tout, la paléontologie, ce sont les fossiles. Donc il faut vraiment, quand on est amené à dessiner, à reconstituer, parce que là on va parler de la reconstitution aussi, un animal disparu, il faut bien se dire qu'il faut toujours revenir aux fossiles. Il y a un peu ce piège qu'on pourrait tenter, dans lequel on pourrait tenter de tomber, c'est d'aller sur Internet, de taper le nom de l'animal et de trouver des reconstitutions déjà faites. Moi, il faut savoir que au laboratoire, je peux pas faire ça, et je ne dois pas faire ça surtout, parce qu'il faut aller chercher toutes les réponses sur les fossiles, et nous on a la chance d'avoir les fossiles et d'avoir différents spécimens pour pouvoir comparer les anatomies. Donc là, je vous montre un exemple avec ce crustacé qui a vécu il y a 120 millions d'années en Chine. Et en fait, comme vous pouvez le voir, alors là, par exemple, le chercheur m'a dit, bah voilà, je voudrais que tu reconstitues cet animal. Bon. Vous voyez bien que c'est assez écrasé. Bon, voilà, c'est pas forcément évident. La première chose que je vais faire, moi, c'est évidemment de bien tout regarder et de voir, enfin, d'évaluer à peu près le matériel dont j'ai besoin pour arriver à refaire des formes, hein, à redonner forme à cet animal. Et donc, ça va passer par un entretien avec le scientifique, évidemment. Et là, vous pouvez voir qu'il va me dire des choses comme le pléon, les sommites, le scaphocérite, l'uropode, le maxillipède, etc., etc. Là, donc, je vais être confrontée à un vocabulaire anatomique qu'il va falloir que je comprenne. Et c'est tout l'intérêt, en fait, d'avoir des connaissances en anatomie quand on est confronté, en fait, à une reconstitution, parce qu'en fait, ce corps, il va falloir utiliser le même langage avec le chercheur pour pouvoir le comprendre et pour pouvoir le décrire. Et donc là-dessus, moi, il faut savoir que je ne connais pas tout sur tout, loin de là. Hein, et je suis amenée à travailler sur plein de bêtes différentes, vous allez voir, et Alain aussi. Et donc, en fait, l'idée, c'est de bien comprendre à chaque fois de quoi on parle. Et là, dans le cas présent, comme je vous parlais des collections notamment, dans le cas présent, pour redonner du volume à cet animal, on est allé chercher une espèce assez proche, actuelle, que j'ai épinglée dans la position que je souhaitais pour l'illustration. Et je suis allée du coup utiliser ces volumes hein, sur une espèce assez proche. Utiliser aussi des photos d'animaux donc dans leur environnement, pour les postures, etc. Et ensuite, il y a tout un tas d'allers-retours avec le chercheur. Donc moi, je commence à mettre en volume. Et puis là, alors là, je vous ai mis la slide telle qu'il me l'a envoyée par mail pendant qu'on bossait, avec ses commentaires. Et donc vous voyez bien que, en fait, à chaque fois, il faut aller faire référence à telle partie, ça va être sur tel fossile, sur tel morceau qu'on a retrouvé. En fait, on remonte un puzzle. Mais loin de moi l'idée de recopier l'espèce actuelle que vous avez vue tout à l'heure. Je m'en cherche juste pour les volumes principaux. Et ensuite, on va aller bien utiliser les fossiles. C'est ça qui est vraiment très très important, toujours revenir aux fossiles, parce que c'est du fossile qu'il est question. Et voilà, à la fin, on obtient un dessin, après tous ces échanges, on obtient un dessin qui permet de décrire un petit peu, ici, tous les caractères qui sont très importants pour l'espèce, qui sont tous les petits reliefs, évidemment les proportions, la forme des pinces ou des pattes, etc.
Voilà, validé bien sûr par le scientifique. Tout à fait. Alors, je ne vais pas trop monopoliser la parole, je vais tout de suite vous la donner. Je vous montre rapidement comment ça termine, tout ça. Voici donc imprimé un article scientifique, voilà, paru dans Géodiversitas, pardon, donc, qui sont les publications scientifiques du Muséum. Et si vous voulez, vous pourrez regarder après. Donc, un article scientifique, pour ceux qui ne connaissent pas, quand on fait de la description notamment, hein, voilà, on a plein de textes, plein de photos. Et à un moment donné, les dessins viennent dans l'article. Et en fait, pourquoi on fait des dessins dans les articles? C'est parce qu'en fait, les chercheurs ont besoin aussi du regard du dessinateur pour comprendre les formes. Parce qu'en fait, quand on dessine, on regarde différemment. Et donc souvent, les chercheurs me demandent de dessiner avec eux. C'est vraiment un duo. Ils ne voient rien, les chercheurs. Ouais, ils ne voient pas grand-chose. Et donc, en fait, nous, on leur montre des structures. On leur montre des structures, on leur pose plein de questions, et c'est même eux comme ça, ils enrichissent en fait leur questionnement. Voilà, je passe la parole. Et on va passer le micro, ou en tout cas, je crois qu'il y a un micro en face de vous, hein, aussi, Alain Beneteau. Donc, vous allez nous parler de votre travail d'illustrateur, de dessinateur, avec une dimension aussi très artistique, hein, chez vous. Exactement. Moi, quand Charlène en a bien bavé sur tous ces papiers, sur toutes ces choses très précises, j'arrive. On me donne son matériel, on me propose le papier scientifique, bien parler, descriptions qui sont associées à la publication. Et moi, je viens plutôt, d'une manière un peu récréative, travailler sur tout ce travail très pointilleux. Moi, je le suis beaucoup moins. Et surtout, je vais être amené à transformer ces planches anatomiques en une scène de vie qui va être proposée au grand public. Donc, je vais forcément pas avoir les mêmes critères de rigueur que vis-à-vis d'un scientifique. Je vais plutôt m'adresser à de la publication vulgarisée. Et moi, mon but est beaucoup plus artistique. Je vais plus chercher à faire une composition, quelque chose de convaincant, tout en me référant au réel, bien sûr, comme le fait Charlène dans ses descriptions, mais en essayant d'inclure tout ça dans un décor, dans une mise en scène, dans quelque chose qui va faire rêver le plus grand nombre, j'espère. Et comme moi, je n'ai aucune formation à la base, contrairement à Charlène qui a appris le métier... qui a appris en tout cas la discipline dans une école. Moi, je me souviens avoir appris grâce à des livres. Et cette sensation que j'avais dans les livres, c'est ça que je veux retranscrire. Et je l'ai fait par mes propres moyens, en ayant mon parcours un peu singulier. Mais c'est-à-dire vous n'êtes pas passé par des écoles du tout. Non, je suis plutôt autodidacte, total. Alors autodidacte, c'est un terme que j'aime pas parce qu'on n'apprend jamais tout seul. On rencontre des gens, on a des gens qu'on admire. Et aujourd'hui, on a le réseau, on a accès à des gens qui font des démonstrations incroyables. Enfin, on apprend tout le temps, en fait. On ne s'arrête jamais. Mais c'est des gens qui ont jalonné mon parcours, qui ont fait que j'ai eu des professeurs, mais pas de manière classique comme d'autres peuvent l'avoir dans des écoles. Vous pouvez peut-être nous montrer quelques visuels aussi en même temps que vous nous faites entrer justement dans votre conception du métier et la façon dont vous concevez votre rôle, hein, au cœur de ce monde de la science et de la mise à disposition des connaissances pour un grand public. Exactement. Là où Charlène va présenter un très beau profil du squelette ou éventuellement de l'animal en profil, moi je vais essayer de lui donner un corps dans un univers, dans un milieu dans lequel il évolue. Alors ça peut être comme ces dinosaures qui évoluent près d'un plan d'eau, ça peut être comme un petit lézard, un Lasasaurus très ancien. Très ancien, on m'entend pas bien, c'est ça? C'est-à-dire que dès qu'on bouge la tête, la voix part. Donc oui, prenez le micro à main. Très ancien, donc il y a beaucoup de types de représentations possibles. Je passe tes slides vite fait. Et je vais arriver finalement à une variété de représentations qui sont aussi variées que j'aime travailler de technique, en peinture, huile, acrylique, des portraits un peu plus singuliers ou des grandes scènes. Et parfois, comme Charlène, on me demande pour des besoins muséographiques de travailler une reconstitution du squelette en profil, jusqu'à sa mise en muscle et jusqu'à sa forme aboutie et vivante. Voilà, donc c'est un domaine très varié où je m'amuse beaucoup. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire partager avec mon travail, c'est que ça m'amuse et que ça m'a toujours amusé et que j'espère que ça va continuer. Bon, même s'il faut être rigoureux, on va le comprendre avec vous, voilà. Alexandra Houssaye, c'est que même s'il s'amuse beaucoup, hein, Alain Beneteau, et vous avez travaillé tous les deux ensemble, la rigueur est là quand même, et vos exigences aussi dans cette rencontre.
Oui, il y a toujours nos exigences. Voilà. Donc, on a le chercheur qui ne sait pas dessiner, qui ne sait rien, qui ne comprend rien, là, qui a besoin des illustrations. Donc, pourquoi on a besoin des illustrations? Déjà parce que des fois, on va avoir juste notre fossile, notre os. Et il y a plein de gens maintenant qui vont se dire c'est bon, on peut faire des super photos de nos jours. On peut même faire un truc avec plein de photos qu'on prend et ça fait un truc en relief, c'est assez joli, etc. Mais en fait, le dessin, il y a vraiment une signification, il y a vraiment une décomposition. On passe sur, on n'est plus complètement neutre. Le dessin, il est interprétatif. On a vraiment mis une différence entre telle partie et telle partie, etc. On a défini, si on fait un crâne éclaté, on a défini les différents éléments osseux du crâne. Donc en fait, il y a vraiment toute une interprétation dans le dessin qui est nécessaire. Et donc, quand on voit les photos, ça ne donne rien. Donc, ça peut servir pour le chercheur lui-même d'avoir une belle illustration de son fossile, mais ça va servir aussi pour la diffusion, puisque comme l'a dit Charlène, on publie dans des publications scientifiques et il faut que nos collègues partout dans le monde puissent comprendre ce qu'il y avait et ce qu'on a décrit. Or, si on met nos photos, souvent ils vont faire « mais je vois rien là, il me dit qu'il y a tel processus, là je vois pas du tout ce processus osseux sur cette vertèbre par exemple », alors que sur un dessin, ça va être beaucoup plus net et beaucoup plus facile à voir. Donc déjà, rien que pour ça, c'est très important que nos fossiles en eux-mêmes soient très bien représentés. Et donc l'illustration scientifique, elle est vraiment importante pour ça. Et après, ça va être représenter l'animal, où là, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus agréable quand on imagine la bête. Alors des fois, c'est plus facile que d'autres fois. Là, c'était un peu éclaté. Des fois, on a des squelettes où on a pratiquement tous les éléments. Ça se passe plutôt bien. Et puis des fois, on a 3 bouts d'os. Donc là, il va falloir faire un gros travail pour combler tout ce qui manque. Donc c'est plus ou moins complexe. C'est ça, les représentations sont des propositions aussi, c'est ça? C'est ça, c'est complètement des propositions et ça va refléter l'état des connaissances à un instant T. Et puis, comme ils l'ont dit, que ce soit Charlène ou Alain, ils regardent la nature, ils regardent les animaux actuels pour avoir une idée de faire une meilleure représentation. Mais nous, c'est pareil, en tant que paléontologue, on va beaucoup regarder des cousins de nos bêtes, etc., pour essayer de voir à quoi ça pouvait ressembler et à quoi pouvaient ressembler les parties manquantes. Et par rapport aux étapes... je vais remonter vite fait. Nous, ce qui est intéressant dans les représentations scientifiques, c'est qu'en fait, elles vont accompagner la science tout au long de son évolution. Et en fait, quand on voit les évolutions des illustrations scientifiques, on peut vraiment suivre l'histoire des sciences et l'histoire de l'évolution de nos théories. Donc là, je vous ai mis quelques exemples dont certains sont super bien connus pour tous ceux qui aiment bien un peu ces questions-là. Donc, je suis vertébriste, hein, donc pardon, j'ai des exemples de vertébrés. Mais les 4 premières images, c'est 4 représentations qu'on a du dinosaure iguanodon, pour lequel au début, on n'avait quand même vraiment pas grand-chose. Et on avait cette vieille représentation ici du 19e siècle, qui était vraiment faite à partir de quelques éléments osseux, donc on ne va pas du tout en vouloir... à l'auteur de cette représentation. Et ce qui était rigolo, c'est que c'est un iguanodon qui est connu parce qu'il a une espèce d'ergot au niveau du pouce, là, une grosse pointe. Et à l'époque, on lui avait mis sur le nez à la façon d'un rhinocéros, alors que pas du tout. Donc à cette époque, on pensait que c'était un espèce de lézard, donc on l'a représenté comme ça, un peu sur une branche. Et à la fin du 19e siècle, on l'a imaginé donc vraiment en mode représentation ancienne des dinosaures qui sont des gros trucs, pâteaux, lourds, avec la représentation que je vous ai mis là, qui est au Crystal Park à Londres. Et en fait, c'est vraiment l'animal quadrupède et puis qui a les membres... dans les vieilles représentations, on faisait toujours les lézards avec les membres sur les côtés, la Parasagittaux. Et puis au fur et à mesure, il y a eu des théories à la fin, donc notamment avec Owen, qui est l'inventeur du terme dinosaure, qui avait suggéré que plutôt les membres devaient être sous le corps. Donc là, sur cette représentation, c'est mieux. On a déjà les membres qui sont sous le corps pour Iguanodon, mais on a un organisme qui est complètement quadrupède. Alors qu'après, sur les représentations, on s'est dit, non, l'évolution, on a mieux connu les squelettes, on en a trouvé beaucoup, et on s'est dit, non, en fait, il s'agit d'un animal bipède, donc on l'a représenté de façon bipède. Vous pouvez en voir un dans la galerie de paléontologie ici. Il est bipède, mais avec la queue qui traîne par terre, ce qui n'en fait pas vraiment une posture très efficace pour une locomotion efficiente. Donc finalement, maintenant, on a des représentations où on le voit avec une queue qui est beaucoup plus horizontale et une posture qui est aussi vers l'avant, avec un équilibre du corps, comme on le voit sur ces représentations-là. Donc on a vraiment toutes ces représentations, en fait, elles sont très intéressantes parce qu'elles nous montrent comment les avancées de nos recherches ont pu permettre
d'arriver à des représentations différentes du même animal parce qu'on en a su de plus en plus au cours du temps. Donc c'est la même chose avec le mégalosaure que vous avez là, toujours au Crystal Palace, qui était représenté quadrupède, et alors que maintenant on a plutôt ce genre de représentation. Donc pour tous ceux qui ont fait Illumination, vous l'avez vu, c'était celui qui faisait du bruit là. Il était bipède aussi dans Illumination. Et c'est pareil sur, là je vous ai mis le diplodocus, dans les vieilles reconstitutions, on avait un animal avec une posture vraiment très surprenante qui ne serait pas du tout commode pour se mouvoir. D'ailleurs, c'est assez rigolo. Moi, il y a beaucoup de gens qui voulaient que les gros dinosaures sauropodes, comme ça, soient des animaux qui étaient semi-aquatiques, parce qu'on se dit, mais c'est pas possible qu'un animal aussi lourd arrive à supporter son poids sur Terre sans casser ses pattes. Donc ça, par exemple, c'était une grosse question d'un de mes projets de recherche récents, c'était de savoir comment ils ont fait pour justement réussir à supporter leur corps et à réussir à se mouvoir. Puisqu'on sait maintenant que non, ce n'étaient pas des animaux pâteaux qui restaient tout le temps dans l'eau parce qu'ils étaient incapables d'en sortir et de supporter leur corps. Non, il y avait une locomotion efficace terrestre. Donc ça, c'est pour tout ce qui est posture et locomotion. Il y a énormément de recherches. Donc moi, je suis chercheuse en paléontologie, mais je fais de la morphologie fonctionnelle. Ça veut dire que, grosso modo, j'étudie la forme du squelette pour savoir comment les animaux pouvaient bouger, se tenir, etc. Donc toutes les recherches qu'on essaye de faire en morphologie fonctionnelle, c'est justement pour essayer de donner des réponses sur comment ils pouvaient se tenir, comment les animaux pouvaient se mouvoir, etc. Mais là, je vous ai mis d'autres exemples. C'est pareil sur les premiers tétrapodes, donc les premiers animaux qui avaient des pattes avec des doigts. Et donc on a des vieilles reconstitutions, par exemple, sur lesquelles on avait Ichthyostega, là, qui était essentiellement terrestre, jusqu'à ce qu'on se dise que c'est pas parce que tu as des pattes que tu vis forcément sur Terre, et qu'en fait, au début on avait des pattes, mais en fait l'animal vivait encore dans l'eau, et là il aurait été complètement incapable de se mouvoir de façon vraiment efficace sur Terre. Donc non, c'est un animal plutôt aquatique, et on a des représentations beaucoup plus contemporaines qui vont le représenter comme ça. Donc c'est la même chose sur les premiers cétacés, hein. Donc on a les premiers cétacés, vous avez un squelette là de Pachycetus qui est dans la galerie aussi, et au début on en a fait un organisme complètement terrestre, alors que maintenant on a étudié des systèmes sensoriels, on a étudié la position, l'orientation du crâne, on a étudié la structure de ses os, et on sait que c'est un animal qui devait être essentiellement dans l'eau. Donc toute notre représentation, elles évoluent selon les avancées scientifiques. La même chose, bon ça c'est un exemple bien connu, hein. Pour ceux qui ont vu toute la saga de Jurassic Park et Jurassic World, vous avez vu qu'il y a une petite évolution à la fin où sur les raptors, on a bien vu que maintenant il y avait des plumes, donc c'est un peu plus dur à représenter, mais on a des grosses évolutions dans les représentations des raptors par exemple, parce qu'on s'est rendu compte que il y avait des plumes, donc ça changeait tout sur la représentation. Donc en fait on peut dater même certaines représentations quand on sait qu'il y a eu des découvertes scientifiques clés et qu'on voit ça. Et là, je vous ai mis juste le spinosaure parce que c'est quand même la pop star en ce moment des gros débats scientifiques qu'il peut y avoir chez les dinosaures, pour une fois que c'est pas le T-Rex, à savoir est-ce que le spinosaure était terrestre ou est-ce qu'il était aquatique et se mouvait dans l'eau. Donc en ce moment, il y a pléthore de diversité sur les illustrations scientifiques selon quelle publication scientifique on suit. Et donc ça, c'est rigolo aussi de voir ces périodes charnières dans lesquelles les scientifiques sont en train d'argumenter dans tous les sens et où du coup les illustrateurs peuvent suivre Pierre, Paul ou Jacques avec des représentations différentes. Faire ce qu'ils veulent. On comprend aussi que ça crée des imaginaires et qu'avec cette évolution de la science, c'est lutter aussi contre des imaginaires. On imagine aussi quand vous proposez de nouvelles représentations, puisqu'il y a des idées reçues et que les idées reçues ont la peau dure. Alors, est-ce que c'est une contrainte pour les illustrateurs ou un paramètre à prendre en compte et se dire que là, il y a un véritable enjeu aussi de faire évoluer les idées reçues? En fait, on les fait évoluer sans le vouloir, puisque c'est vraiment la science qui détermine le sujet tel qu'il va être représenté. On va peut-être faire évoluer avec une mise en scène un petit peu associée à ces découvertes scientifiques qui va sortir un peu de l'histoire qu'on a d'un animal ou d'un environnement. Mais c'est ce qui est passionnant, en fait. C'est le travail que je fais hier est déjà obsolète. C'est ça qui est génial. Il faut être un peu humble devant ce qu'on fait parce que vous êtes en prise directe avec le public. Charlène travaille pour les scientifiques ou pour les revues scientifiques, ce qui est un statut différent aussi. Et en même temps, je pense que ça part exactement du même... parce qu'elle fait aussi des scènes, et elle ne fait pas que des scènes, d'après ce que j'en ai vu. Tu fais beaucoup de reconstitution d'environnement aussi. Oui, aussi. Et c'est vrai que moi, j'ai aussi beaucoup de questionnements sur les postures, hein, quand on doit... justement mettre un animal dans son environnement, donc c'est-à-dire on doit le rendre vivant.
comment on le fait, comment il se tient. Et ça, toutes ces questions-là, en fait, il faut savoir que les images que nous produisons, quoi qu'il arrive, elles dépendent des découvertes scientifiques actuelles, et c'est toujours en fait suite à une demande. Moi, en fait, je vais répondre graphiquement, visuellement, à un propos scientifique, à une demande de représentation. Et donc, en fait, à un moment donné, le chercheur va avoir envie de montrer telle ou telle attitude ou telle proportion. Et à ce moment-là, il va faire appel à un illustrateur ou une illustratrice pour en fait mettre sur papier, montrer au public, que ce soit les autres chercheurs ou le grand public, un peu sa vision des choses. Alors, quelle technique vous utilisez? Toutes. Ça, c'est pour vous, Alain. Ouais, toutes. En fait, elles sont toutes extrêmement intéressantes. Ça va de l'étude papier, comme tu connais bien aussi, Charlène. Beaucoup de crayons. Ouais. L'étude crayon, c'est la base. Et je me suis pris de passion encore plus pour les techniques traditionnelles après avoir fait une overdose de numérique. Une vraie overdose, avec des douleurs physiques sur la tablette. Mais vraiment, les épaules figées, je plaisante pas. Et c'était pour notre ouvrage, Alexandra. Je suis désolé, mais j'ai dû en faire tellement en peu de temps que je me suis... les illustrations sont magnifiques. Oui, mais avec la souffrance quand même de ne pas avoir pu nager de l'été. Voilà, par exemple, mais lié à la position de la tablette ou à la sensation qu'on a sur le verre de la tablette. J'avais trop étudié comment les reptiles nageaient. Donc... Voilà. Et je n'ai jamais eu ce genre de problème en travaillant de manière traditionnelle. Et puis, il y a une vraie sensation, une vraie communion avec le médium qu'on utilise et aussi de l'erreur. L'erreur, elle est humaine, donc elle n'a pas la même implication sur une peinture traditionnelle qu'on l'a sur un fichier numérique où on s'affranchit de l'espace-temps. On peut remonter son historique, on peut revenir, on peut faire ce qu'on veut. C'est très pratique dans des modes de production un petit peu soutenus, mais j'aime bien montrer un original, j'aime bien l'offrir, le donner, le vendre, enfin voilà, et c'est un objet qui reste. Alors qu'un fichier, on peut tout perdre. Comme les photos numériques, on peut tout perdre. Charlène. Non, mais je suis complètement d'accord aussi pour ce qui est du plaisir en fait et de la sensation du papier, la sensation du dessin, et d'où on fait partir son mouvement quand on dessine sur papier, quand on permet de lâcher un peu plus le mouvement. Après, le numérique, ça permet effectivement de gagner du temps. Ça permet de gagner du temps, mais bon, on ne peut pas apprendre directement à dessiner sur du numérique. Je pense que je conseillerais à tout le monde de commencer à dessiner sur papier, d'apprendre la perspective, d'apprendre à gérer des proportions, les valeurs, la lumière, etc. Et ensuite seulement on va pouvoir se mettre à dessiner en numérique. Le numérique, pour moi, c'est juste un outil supplémentaire qui va permettre effectivement de gagner du temps quand on doit produire beaucoup. Et je rejoins Alain sur le fait que produire un livre, c'est très physique, parce que souvent c'est beaucoup de travail en très peu de temps. Moi j'avoue que c'est pareil, le mien m'a donné beaucoup de fil à retordre, parce que moi j'ai choisi de tout faire sur papier. Voilà, parce que c'était un livre sur le dessin, donc je tenais absolument à ce que tout soit fait sur les papier. animaux, c'est celui-ci. Hein. Voilà, c'est ça. Il était chez Erol, oui. Et donc j'ai voulu vraiment tout faire sur papier, et voilà, physiquement ça a été aussi très intense. Alors, autre question, au-delà des techniques, les difficultés que vous avez pu rencontrer dans certains cas, dans certaines illustrations, les limites, les interdits que vous vous donnez aussi, ou que l'on vous impose, et puis, à l'inverse, des exemples de liberté prise. Je pense que toi, tu as plein de trucs à dire sur les libertés prises. Mais trop, en fait, trop, parce qu'il faut savoir s'arrêter à un moment où il faut qu'on reste dans le consensus scientifique quand même. Mais dans ce consensus, j'ai ma marge de manœuvre artistique qui, elle, est très libre. C'est-à-dire qu'un chercheur ne va pas m'embêter sur le choix d'une couleur ou d'un marquage sur un animal ou des choses comme ça. Tu as de la chance. Ah ouais. Mais je ne sais pas dans quel contexte tu dis ça, mais pour une scène où on représente un écosystème, en général, ils sont très, très cool. Les chercheurs sont très cool. Hein. J'ai jamais dit le contraire. Moi, je dis ça dépend avec qui tu travailles, mais bon, après... Mais moi, ce que je trouve très intéressant, c'est toute l'anecdote scientifique qu'il faut pouvoir sortir ou qui peuvent nous communiquer sur les milieux dans lesquels vont évoluer les espèces qu'on doit représenter. Et les contraintes, elles sont là, en fait.
qu'est-ce qu'on peut faire à un animal, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire à un animal, ou quelle est la spécificité de ce milieu qui fait que moi, j'en ai pas de référent en fait, dans le réel, et je vais devoir aller chercher quelque chose presque de l'ordre de la science-fiction pour moi, même si c'est à trace fossile. Je pense à cette fameuse scène d'ouverture de notre du livre La mer au temps des dinosaures. en arrière. Parce on peut aussi se poser la question, est-ce que ce fut plus difficile, Alain Beneteau, d'être dans le milieu aquatique, océanique? Alors c'est vrai que c'était dans le pitch de départ, et j'y ai pensé, on n'en avait pas parlé. En fait, l'avantage d'une scène aquatique, c'est qu'on va très vite pouvoir estomper l'arrière-plan. On est sur quelque chose d'assez uniforme. On doit tricher avec des effets de flou et tout ça pour donner différents plans. Mais quand on est sur un milieu terrestre, on doit être très précis à peu près à tous les niveaux. On a du ciel, on a à peu près tous les éléments. On a la végétation, qui est un enfer, contrairement à certains autres qui adorent ça, je sais, il y en a dans la salle. Qui vont dans des pays dignes de Jurassic Park pour peindre des plantes. Moi, j'ai beaucoup de difficultés avec la flore, mais c'est ce qui me prend le plus de temps, en fait. C'est ce qui est le plus laborieux. Essentiel à la vie, il faut le rappeler quand même. Mais ce qu'il faut noter sur un milieu terrestre, et de plus, s'il est pas du tout soumis à l'activité humaine comme un joli parc tout propre, c'est que ces univers sont complètement jonchés de détritiques, de choses au sol qu'on ne soupçonne pas dans un parc ou une forêt entretenue. Un arbre avec des branches qui pendouillent mortes tout le temps. Non, aujourd'hui, on taille tout bien. Enfin, il faut se sortir de ces référents qu'on a un peu trop humanisés pour aller dans des milieux complètement en friche, quoi, vraiment. Et donc, cet exemple est intéressant parce que je ne connaissais pas ce type d'environnement avant de travailler le livre avec Alexandra, où elle m'explique que sur une certaine épaisseur de l'océan, il y a de la vie. Au fond, il n'y en a pas, parce que c'est un milieu toxique, anoxique. Les animaux n'y vont pas. Et en fait, je me dis de quoi ils vivent. Et en fait, ils vivent de bois flotté. C'est-à-dire que toutes ces forêts non entretenues, tous ces univers complètement laissés à eux-mêmes, charrient des quantités de bois et de troncs qu'on aurait même du mal à imaginer. On ne ferait pas la route du Rhum, ça c'est sûr. Et en fait, viennent se fixer sur ces bois flottés qui deviennent un écosystème et un support à part entière, des crinoïdes gigantesques comme une forêt à l'envers. Enfin, moi j'avoue que j'avais jamais entendu parler d'un truc pareil. Et c'est sur cet écosystème-là, sur cette épaisseur d'océan occupée par ces organismes, que vivent toutes les espèces qu'elle me décrivait. Alors là, moi j'étais aux anges, quoi. Ça donne ça donne des scènes qu'on aurait du mal aujourd'hui à se représenter en réalité, en fait. C'est ça qui est intéressant. Arlène Le Teneur. La difficulté des scènes comme ça où il y a beaucoup de choses, c'est qu'il faut savoir qu'à chaque fois qu'on rajoute un élément, il faut s'assurer qu'il est bien contemporain de l'animal et que l'animal pouvait potentiellement le croiser, etc. Que ce soit un congénère, que ce soit une autre espèce, que ce soit une proie, par exemple, ou n'importe quoi, ou tous les végétaux aussi, évidemment. Et à chaque fois qu'on rajoute quelque chose, il faut s'assurer que tout soit juste. C'est pas... on part pas comme ça complètement comme là je vais mettre du vert parce que c'est bien dans ma compo, par exemple, parce qu'un dessinateur de science-fiction il pourrait tout à fait se dire là je vais rajouter une plante parce que ça fait bien au premier plan. Bon, alors nous si on peut faire ça dans un esprit de composition, mais à ce moment-là on doit pas rajouter n'importe quoi, n'importe comment. Il faut s'assurer que les formes sont bonnes, surtout si on fait un premier plan avec un zoom, etc. Et ça c'est vraiment la grosse difficulté des reconstitutions de paléo-environnement. Voilà, c'est de s'assurer que c'est de trouver en fait cet équilibre entre je joue de mes connaissances artistiques entre guillemets pour pouvoir faire ma composition et en même temps j'ai conscience des contraintes scientifiques du fait que ce soit un environnement disparu hypothétique. Voilà. Et surtout, très très important, je vais revenir là-dessus plusieurs fois parce que je pense que ce qui est un truc à retenir, c'est vraiment ça. Quand vous voyez une reconstitution d'un animal disparu, c'est une hypothèse. On n'a pas vraiment eu l'occasion d'évoquer les différents niveaux, on va dire, pendant lesquels on s'éloigne vraiment de la réalité scientifique. C'est-à-dire quand on en arrive aux couleurs, dites-vous bien qu'on n'a aucune information sur les couleurs, aucune. Donc on va faire des suppositions qui vont bien sûr être liées à l'environnement, qui vont être liées à ce qu'on peut voir aujourd'hui sur les espèces actuelles, mais ne prenez pas comme étant vérité les couleurs qu'on vous présente sur des reconstitutions. Ce sont nos propositions et bien sûr qui sont pensées
en collaboration avec les scientifiques. C'est pour ça toujours. Voilà, c'est ça. En fait, pour les couleurs, pas ça. Je sais que moi, par exemple, comme je travaille dans un contexte très très scientifique, j'essaye toujours. J'essaye toujours de proposer des couleurs qui soient plausibles le plus possible. Donc, je vais interroger le plus possible sur est-ce que l'environnement était chaud, est-ce qu'il était froid, est-ce que la longueur des poils, la taille, la forme des oreilles quand il y en a, et est-ce que, alors du coup, est-ce que c'était par exemple, est-ce qu'il chassait à l'affût, ou alors est-ce qu'il avait besoin de se camoufler ou pas, est-ce qu'il vivait en banc par exemple, je sais pas, en groupe, et à ce moment-là, on va aller faire du mimétisme par rapport aux espèces actuelles, mais je sais que une démarche naturaliste. Ouais, c'est ça. Mais je pense que toi tu le fais aussi, mais c'est juste que c'est vrai que moi, dans un souci de, on va dire, de réalisme entre guillemets, parfois je suis contrainte à ne pas faire trop de folie esthétique. Alors que t'en aurais envie, non? Moi, du moment que les proportions sont justes, surtout, et la position. Après, non. Mais c'est vrai que c'est ce qu'il y a de plus intéressant, parce que par exemple, on parlait de représenter des milieux aquatiques. Si on propose un milieu d'eau douce, c'est pas du tout la même chose qu'un milieu marin. Je vais avoir des détritus, des bois morts au fond. C'est complètement une autre ambiance. C'est beaucoup plus vert à cause des débris organiques qu'il y a dedans. Enfin, il faut pouvoir comme ça reconnaître chaque élément dans lequel on va évoluer et faire évoluer le dessin, l'œuvre, la compo et tout ça. Donc c'est important. Et vos inspirations, vos propositions, elles vous viennent d'où? La nature. De documentaires, de documentation, de sorties sur le terrain. J'aime beaucoup peindre à l'extérieur, que ce soit les étangs près de chez moi ou observer des oiseaux, ce que je peux observer déjà à mon échelle. Mais il ne suffit pas d'aller bien loin pour découvrir tout un tas de choses en bas de chez soi et avoir une grande connaissance bien sûr. Du vivant quand même. Hein. En tout cas, de son environnement proche. Alexandra Houssaye, sur tout ce qui a été dit, hein, beaucoup. Non, moi je voulais juste dire que par rapport à ce qui est obligatoire et ce qui est interdit, en fait le scientifique il va servir à limiter le champ des possibles. Tant qu'on ne sait pas grand-chose sur une bête, du coup il y a un grand choix dans les possibilités de représentation et on n'a aucune raison de contraindre particulièrement, à part pour essayer effectivement de faire quelque chose qui soit cohérent et pas un truc aberrant par rapport à la comparaison à la faune actuelle. Mais sinon, il y a plein de choses possibles. Par contre, quand il y a un truc qu'on sait, ou qu'on pense savoir, que pour une hypothèse qui nous semble vraiment valable, là, on va être pointilleux, et là, le scientifique va dire non, non, non. Donc, par exemple, Alain, des fois, il y avait la proportion de la palette natatoire, c'est non, il faut la faire un petit peu plus longue, la gueule, il faut la faire un peu comme ça, parce que ça, on a des hypothèses maintenant assez solides sur ça, donc on veut que l'état des connaissances actuelles soit correctement représenté. Par contre, il va y avoir toute une partie du corps pour laquelle on ne sait pas, et là, on fait bon, bah ça... fais-toi plaisir. Parce qu'on ne sait pas. Jusqu'à un certain point, quand même. Il faut que ce soit réaliste, mais en vrai, on a plusieurs possibilités. Donc, il y a justement ce champ des possibles. Par comparaison avec la nature, comme il le dit, enfin, ils font pas ça à l'aveugle, donc ils regardent vraiment avec ce qui est véritablement possible. Mais il y a beaucoup de possibles. Et nous, en fait, le but de nos études, c'est de réduire le plus possible ce champ des possibles pour qu'on arrive à très peu d'hypothèses de représentation et puis, si possible, à une représentation correcte. Mais même si ça, c'est un idéal et qu'on n'aura jamais la représentation parfaite d'un animal... Mais c'est le jeu et c'est ce qui est génial. Même contraint, je trouve que c'est encore plus motivant en fait. On est contraint et qu'on a des limites, qu'on a beaucoup d'informations scientifiques, ça peut paraître des contraintes, mais en fait c'est ce qui donne le plus d'éléments à pouvoir créer une scène. Donc c'est l'inverse. Moi ça m'inspire. Dernière peut-être question pour vous, Alexandra Houssaye. Avant de découvrir ce qui se cache derrière ce grand foulard posé devant Charlène Le Teneur, en tant que scientifique, qu'est-ce que ces illustrations, ces dessins, ces représentations vous amènent, vous apportent, au-delà de peut-être l'émotion de découvrir aussi concrètement certaines espèces ou disparues, des fossiles que vous connaissez, mais quel rôle ça peut jouer pour le scientifique en matière de science, justement, ou de révélateur ou de... Moi, je trouve que ça permet un jeu de ping-pong et j'aime bien ça, où des fois, justement, parce qu'il va y avoir une représentation et qu'on va nous dire « je vais représenter cette bête », et là, on se dit « mais on la représente où, comment, dans quel environnement, ou dans quelle posture je la mets ?» Et en fait, on va se rendre compte aussi de tous ces points d'interrogation qui restent et qui vont être l'objet de questions scientifiques qu'on a envie d'aborder, qui nous stimulent beaucoup et après, voir ces représentations qui évoluent, c'est quand même super intéressant. C'est vraiment, en fait, une concrétisation de l'évolution de la recherche et de tout ce qui reste à chercher.
Donc moi, étant donné que je suis vraiment en morphologie fonctionnelle pour comprendre comment les animaux bougeaient et étaient en interaction, je trouve ça vraiment magnifique quand on les voit représentés, de se dire, ok, ça c'est l'état des lieux actuel, on sait ça, on a déjà beaucoup progressé par rapport à tout ça, et puis on a le futur, là où on se dit, oh, ça quand même, faudrait préciser un peu parce que ça reste flou, ça je sais pas, celui-là, là j'ai aucune idée de comment on le représente, on le comprend pas, il faut qu'on le comprenne. C'est hyper stimulant en fait. Allez, Charlène Le Teneur, un cas d'école, on a compris que l'anatomie avait une grande place dans votre travail, et là vous nous avez amené des choses très concrètes. Oui. Je voudrais partager avec vous en fait une expérimentation que j'ai menée ces dernières années au laboratoire. En fait, sur un grand carnivore qui s'appelle Dinophelis barlowi, qui est un carnivore fossile donc, qui a environ 2,5 millions d'années d'Afrique du Sud. En fait, il s'est trouvé qu'au laboratoire où je travaille, on m'a demandé un jour d'essayer de reconstituer sa tête, parce que c'est un des animaux phares de ce gisement, Bolz Farm, en Afrique du Sud. Et c'est un grand prédateur. Et donc, moi, je l'ai fait en dessin, mais après, je me suis dit, mais le fossile du crâne est quand même assez beau. J'aimerais bien... On parlait tout à l'heure de sensations. Et en fait, j'ai eu l'occasion de travailler aussi un petit peu en 3D sur des logiciels de 3D numériques. Et je me suis dit, mais c'est un peu pareil, c'est un peu comme je vous disais tout à l'heure, dessiner directement sur Photoshop, ça n'a pas de sens, on est d'accord. Commencer le volume directement sur un logiciel de modélisation numérique, ça n'a pas de sens non plus. Oui, et surtout, en fait, le toucher me manquait. Parce que quand on parle de volume, eh ben on va parler quand même de 3D, donc du toucher. Le toucher est très important. Donc en fait, j'ai décidé d'essayer de modeler en fait cette tête directement en fait sur le fossile. Donc dans un premier temps. Peut-être qu'on peut vous tenir le micro aussi ou... Non, mais ça va aller, vous en faites pas. Là, je vous montre donc un moulage du fossile tel qu'il a été retrouvé. Donc, comme vous pouvez le voir, il manque pas mal de morceaux sur ce crâne. Il est aussi un peu déformé. Donc, voilà, c'est expérimental. On en a l'occasion d'en parler très rapidement avec Alexandra la dernière fois, mais vraiment très rapidement. Et effectivement, le crâne est un peu déformé, etc. Donc, moi, j'ai pas pu compenser toutes les déformations, mais c'est pas grave. J'ai directement, en fait, je ne sais pas si on peut voir les slides pour le coup. Hop. Elles sont peut-être pas là, les slides de Dinophelis. Non, je crois pas. Parce qu'il y avait des diapos qui allaient avec, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Vidéo qu'on aura l'occasion de voir aussi. Oui, alors là, en fait, rapidement, je continue. Le crâne, en fait, donc vous voyez, il manque des morceaux. Donc dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée directement modeler avec avec de la terre pour essayer sur le crâne les parties qui manquaient, pour essayer de reconstituer, d'avoir un crâne vraiment complet. Donc, hop. Ensuite, on a ici. Un visuel derrière vous. Charlène. Ah oui, c'est pas ça encore, mais ok. Pas de souci. Pour l'instant, on est juste à l'étape du crâne. Non, parce que vous voyez, là, c'est le fossile, mais le fossile, il manque des morceaux pour avoir un crâne complet. D'accord ? Si je veux mettre des muscles, il faut que le crâne soit comme vivant aujourd'hui. D'accord ? Donc d'abord, il a fallu reconstituer le crâne et les morceaux du crâne qui manquaient. Donc là, actuellement, je suis en train de le peindre. Donc c'est pour ça qu'il y a la moitié qui est peinte et l'autre pas. Et donc ici, on a dans un premier temps le crâne. Et ensuite, effectivement, ce que je suis allée faire après, c'est que je suis allée en fait mettre muscle par muscle, couche par couche, en fait, tout ce qu'il y avait possiblement sur ce crâne. Il faut savoir que j'ai commencé par faire un prototype. Vraiment, là, ici, vous avez le prototype. Et ensuite, je l'ai soumis en fait à Anthony Herel, donc qui travaille aussi à Micadev. Voilà. Et en fait, on a dit qu'avec des dissections, ça me permettrait justement de mieux évaluer en fait l'épaisseur des muscles. Parce que je peux avoir des livres, je peux avoir des planches, etc. D'anatomie, mais quand on a des images en 2D pour faire de la 3D, c'est quand même assez compliqué. Donc le fait d'aller disséquer aussi, ça m'a pas mal aidé. Et donc je me suis aperçue que sur ma petite maquette, en fait, il y avait des muscles qui étaient beaucoup trop
fin. Alors, en 2 minutes. Ouais. Du coup, là, vous avez la vidéo que vous pouvez voir donc, du modelage muscle par muscle sur le crâne reconstitué. Et après, c'est poil par poil. Oh, c'est mes vidéos d'Instagram, alors c'est un peu foufou des fois, mais vous pouvez voir, hein, c'est vraiment poil par poil. Voilà. Et en fait, le but de cette pièce, hein, c'est vraiment d'être pédagogique et de montrer en fait comment on part en fait du fossile pour arriver jusqu'à la bête, jusqu'à la version avec les poils. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de laisser l'écorché. Donc vous pouvez voir la deuxième vidéo où en fait il y a la pièce qui est peinte et terminée et qui a été évidemment envoyé en Afrique du Sud, puisque ce fossile appartient à l'Afrique du Sud. Donc tout est exposé en Afrique du Sud. Et là, je suis en train de faire un deuxième jeu de pièces pour le musée de Paris. Donc je ne sais pas si on a vu la vidéo de la peinture. Si la vidéo se déclenche, sinon... Voilà. Donc j'ai été aidée, hein, bien sûr, pour tous ces tirages et ces moulages, donc par les gens qui travaillent dans mon unité, mais aussi par l'atelier 69, qui est un atelier d'effets spéciaux à Montreuil, et qui m'ont bien sûr aidé à faire tous les tirages et les moulages, parce que c'est quand même très très technique. Alors comme vous l'avez très bien compris, la couleur, c'est une proposition, hein, voilà. L'idée, c'est de faire une cire enfin, d'évoquer en fait les cires anatomiques pour avoir toujours cet aspect un peu pédagogique, parce que les cires anatomiques servaient à ça, évidemment, aussi. Hein. On a été jusqu'à mettre du plastique thermoformé sur les globes oculaires pour donner un effet brillant aux yeux. Voilà. Merci beaucoup, Charlène. Je vous propose de poser vos questions, si vous voulez. Il nous reste encore 10 minutes. Je vois une main qui se lève, monsieur. Puis une autre main à l'arrière. Elle est juste à peu près au 3e rang. Merci. Oui, merci beaucoup. C'est une question pour les paléo-artistes, pas pour les chercheurs. Je vous laisse 1 minute si vous voulez. Alain et Charlène, une question pour vous. Plutôt pour Charlène le teneur, c'est ça? Non, les deux. Non, c'est que... Oui, j'ai eu la chance de pas mal fréquenter des paléontologues au muséum. Ça fait 35 ans que je viens au Jardin des Plantes. Et il y a eu une paléontologue qui, je pense, ne travaille plus avec le muséum. Hein, elle a collaboré pendant quelques années. Et elle m'a dit quelque chose. Je n'ai pas bien retenu si elle partageait cette opinion, mais elle m'avait parlé de paléontologues qui sont radicalement contre le paléoart et qui disent qu'il ne faut pas représenter les êtres vivants du passé parce que ça va forcément fausser l'idée ou la connaissance que l'on peut en avoir. Il faut photographier les pièces paléontologiques, partager avec les chercheurs éventuellement des diagrammes des fossiles eux-mêmes, mais pas en faire des reconstitutions. Ils étaient contre la reconstitution. Je pense que c'est très rare comme opinion, mais qu'est-ce que vous en pensez vous-même? Rien, puisque je ne les rencontrerai pas, donc c'est super. Moi, j'en connais. J'en connais des chercheurs qui sont pas pour les représentations. En fait, oui, c'est pas tellement qu'ils soient contre ou quoi, mais en fait, il n'y a pas... Ils n'aiment pas les beatniks. Ils ne voient pas l'intérêt d'aller proposer des choses aussi hypothétiques. Mais je pense que là, on est plus sur le fait de s'adresser aussi à un public plus large, essayer de sensibiliser, etc. Il faut savoir que, heureusement, c'est très très rare. Hein. C'est très très rare quand même. Alexandra, c'est quand même un chercheur qui a perdu son âme d'enfant, puisque je pense que toute personne qui a voulu être paléontologue a voulu l'être aussi parce qu'elle a vu des représentations des mondes du passé, et que sans ces représentations-là, on n'aurait pas cette envie-là. Donc, il y a beaucoup d'adultes qui perdent leur âme d'enfant, mais c'est dommage. Alors, il y avait d'abord une main levée, voilà. Là, oui, vous avez le micro, et ensuite une autre au fond. Oui. Alors, moi, pour le coup, j'aurais une question pour les chercheurs. Est-ce que dans l'envie de
en tant que paléontologue qui regarde les mouvements des spécimens, est-ce que vous avez déjà fait appel à des animateurs ou l'envie de travailler avec des animateurs pour voir, après le dessin, vos dinosaures ou autres en mouvement pour essayer de mieux comprendre leur déplacement? Alors en fait, ça arrive rarement, juste parce que... alors en vrai, tout est une question de temps et d'argent, hein, et que ça rentre pas théoriquement dans ce qu'on est censé faire, et donc on le fait peu. Donc finalement, les gens qui font plus, c'est ceux qui vont interagir beaucoup avec le cinéma. Ça a été le cas par exemple pour tout ce qui a été modèle dans Jurassic Park, et d'ailleurs j'ai des collègues qui jouent à ça, et c'est assez intéressant parce qu'en fait quand on fait une reconstitution de l'animal en 3D et qu'on essaye de le faire bouger, en fait on se rend compte qu'il y a certains mouvements qu'on a pensés et même qu'on a modélisés sur ordinateur, en fait dans la vraie vie, c'est n'importe quoi, c'est pas crédible, ça fait des mouvements qui sont pas du tout réalistes. Et en fait, c'est super intéressant pour tester des hypothèses. Et ça, par exemple, on s'en sert pour tout ce qui est paléo-bio-inspiration, c'est-à-dire quand on essaye de s'inspirer de la diversité donc actuelle ou fossile pour créer des solutions qui servent dans la vraie vie. Et il y a pas mal de choses qui sont faites en s'inspirant des fossiles. Et donc pour ça, on doit faire plein de tests mécaniques sur nos fossiles. Là, c'est justifié. Et on joue à ça, et on joue à tester... est-ce qu'il pouvait voler comme ça? Est-ce qu'il pouvait marcher comme ça? Est-ce que tel mouvement était possible? Et en fait, de prendre la peine de faire une modélisation et de faire un truc animé qui bouge, ça nous permet vraiment de tester nos hypothèses. Donc moi, j'adore ça parce qu'en fait, cet investissement-là, il justifie de répondre de vraiment tester pour de vrai cette hypothèse, voir si ça marche. Et après, on peut faire un ping-pong en proposant une autre hypothèse, en testant autre chose, etc. Alors, une question tout au fond, et ensuite, il y aura mademoiselle au premier rang. Oui, on m'entend. Oui, bonjour, merci pour tout, c'était très intéressant. Du coup, moi, j'avais juste une question en tant que journaliste qui a pu échanger avec des paléontologues, et j'avais cru comprendre que, en fait, comme vous disiez, il faut se rappeler que c'est très hypothétique, toutes ces images. Donc là, vous le dites, on l'apprend si on ne le sait pas forcément, et je me demandais justement à quel point on pouvait faire en sorte que les gens se rendent compte de ça, parce que dire cette partie-là, on est sûr, ça, c'est totalement hypothétique, parce qu'en fait, j'ai l'impression que, justement, comme on dit, on crée des idées reçues, parce que les gens, finalement, je ne sais pas comment ils le prennent, mais sinon, ils le prennent comme argent comptant, et on ne sait pas ce qui est sûr, ce qui est faux. Et voilà, je me demandais aussi, dans cette même idée, on a des écosystèmes où on connaît finalement très peu d'espèces. Et est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de rajouter toutes ces espèces qu'on n'imagine même pas, des insectes ou quoi, mais inventer, les mettre en flou pour dire qu'il y avait aussi plein d'animaux qu'on ne voit même pas, qu'on n'imagine pas, quoi. Voilà, c'est beaucoup. Je voulais juste votre avis là-dessus. Jusqu'où on peut aller, hein, c'est un petit peu la question, et surtout cette création de nouveaux imaginaires. Oui, alors après, ce que vous dites, je pense que c'est un message qu'il faut faire passer. C'est vraiment quelque chose... le fait qu'il ne faut pas prendre les reconstitutions comme argent comptant, et à savoir où est-ce qu'on va franchir vraiment la limite du total hypothétique. Et alors la partie qu'on connaît, moi j'encourage en fait, si vous êtes journaliste par exemple, à bien publier les photos des fossiles et la reconstitution, c'est-à-dire se rendre compte de quoi on part. Toujours revenir aux fossiles. Et en fait, expliquer que, vous voyez bien, en fait, on a reconstitué ça d'après ça. Et ensuite, si vous avez la possibilité, effectivement, c'est de savoir comment on a abouti à ce dessin. Mais j'encourage vraiment les gens à montrer les fossiles. Voilà. Pas que les reconstitutions. Pour faire prendre conscience de ce cap qui est entre les deux. Voilà. Tu veux réagir ? Oui, c'est ça, c'est une question de pédagogie, en fait. C'est montrer que c'est une proposition, une interprétation, et ça, c'est le rôle du diffuseur ou de l'éditeur, et de l'auteur, et des scientifiques aussi, d'expliquer. Alors, tu dis montrer un fossile, parfois, ils sont ininterprétables en l'état. Oui, mais je trouve ça peut être intéressant. Non, mais c'est intéressant, justement, de montrer que parfois, on part de choses complètement, pas abstraites, mais qui demandent un travail de reconnaissance incroyable, quoi. Et forcément, on arrive à un résultat pas parfait, il ne le sera jamais. Et en fait, il faut partir de ce principe-là où on fait que du faux. Voilà. Moi, je pense. Mais il faut se dire aussi de l'information très concrète, hein, très précise, comment informer et surtout dire attention, ce sont des représentations. Mais... C'est faux. mais ça, c'est le cas pour plein de choses en fait, parce que chez les journalistes, c'est pareil, nous des fois on a des interviews et puis il faut dire un truc très vite et au final...
Ça va pas être gardé, tout ce qu'on dit, de dire que ce qu'on vient de trouver comme découverte, là, c'est une hypothèse qu'on est en train d'émettre. Et ça reste pas dans l'article, souvent à la fin, parce qu'il faut un titre waouh, et donc c'est pas du tout gardé. Et en fait, c'est vrai qu'on ait l'illustration, ou même qu'on ne l'ait pas, en fait. À chaque fois qu'il y a la démarche scientifique, c'est de proposer des hypothèses, à chaque fois. Et que ce soit illustré ou pas, vraiment, c'est la même question, quoi. Donc, je suis d'accord sur la responsabilité après de ce qui est diffusé. Alors, une dernière question. Alors, elle est peut-être un peu idiote, ma question, mais pourquoi est-ce que vous avez représenté des animaux qui sont pas du Jurassique, comme le Dinophélis, ou alors je crois, le Spinosaure, alors que le thème, c'est le Jurassique. C'est un peu bête comme question, hein. Non, vous tombez juste, c'était une discussion qu'on avait la semaine dernière. Et pour savoir comment sortir du Jurassique, puisque la proposition, elle va bien au-delà. Et c'eût été dommage de ne pas vous faire bénéficier de toutes ces illustrations qui sont très parlantes. Et pourquoi garder le Jurassique? Parce qu'il y a eu aussi ces illuminations et la proposition du muséum avec ce spectacle féerique qui a été proposé jusqu'à dimanche dernier. Mais voilà, je pense que... Est-ce que c'est la réponse Il y en avait quand même du Jurassique. Oui, mais pas que, tout à fait. Tout à fait. Donc, pour être très précis, c'est au-delà du Jurassique. Une dernière question? On y va. Bonsoir, merci déjà pour la conférence et de nous avoir fait partager tout ça. Il m'a semblé que l'intérêt, c'était de présenter deux dessinateurs avec deux approches, on va dire, pour caricaturer, différentes. Et j'avais l'impression que le fait que vos deux approches soient différentes, c'est pas seulement parce que Charlène travaille, on va dire, pour les scientifiques et qu'Alain travaille pour la vulgarisation, mais il me semble que c'est aussi une histoire de statut. Parce que, en fait, je pense que il n'y a rien de dévalorisant là-dedans, hein, mais le travail de Charlène, il est très minutieux, et je pense que tout ce que tu nous as présenté, il y a des choses comme le crâne, ça prend énormément de temps. Et Alain, toi, tu parlais justement de la palette graphique qui répondait bien à des problématiques de temps, parce qu'il me semble que quand on est freelance, en fait, on est en général pas super bien payé, donc si on veut que ce soit rentable pour nous, il faut dessiner vite. Et tu disais justement que toi, tu te servais aussi du travail des dessinateurs comme Charlène pour pouvoir faire ton travail. Et donc la question qui s'adresse à tout le monde, là où je voulais en venir, c'est qu'il me semble qu'aujourd'hui, dans les institutions telles que le muséum, tous les postes de dessinateurs qui partent sont, une fois sur deux, pas remplacés. Et donc ça veut dire qu'on va avoir de moins en moins l'occasion justement d'avoir des dessinateurs qui ont le temps de faire le travail que fait Charlène avec les scientifiques. Et c'était pour avoir votre avis sur cette question. Mais qui peut répondre? Alors, en plus, venant d'une collègue, c'est forcément très, très bienvenu, très pointu, mais je ne me pose pas trop cette question à la mesure, moi, où c'est pas mon métier principal. Tu vois, je suis pas je comprends, je fais travailler des freelances, c'est un enfer, on va se le dire. C'est infernal. Je ne sais pas comment vous faites, en fait, pour vivre, en fait. Parce que les prix baissent, on ne paye plus... c'est infernal. Donc moi, j'ai la chance d'avoir un travail salarié dans l'édition et de faire ça sur mon temps libre, donc avec aucune contrainte. Et c'est une vraie chance et qui rejoint exactement ce que tu dis. On ne reconnaît pas le travail à sa juste valeur aujourd'hui, quelle que soit l'activité artistique, en fait. Je pense. Oui, moi je sais que pour les fois où je travaille en freelance, parce qu'en fait je suis à temps partiel au muséum, j'essaye de... Franchement, je travaille 10 fois plus que ce que je suis payée en freelance. En fait, moi, j'essaye de faire les meilleurs dessins que je peux. Et je suis toujours perdante. C'est-à-dire que je passe beaucoup trop d'heures par rapport à ce que je suis payée. Mais en fait, j'ai vraiment cette envie d'être fière de ce que je produis. Et donc, au maximum, au maximum, j'essaye de passer des heures à faire des détails alors que personne va les voir, alors que je suis pas payée pour ça et tout, mais ouais, c'est aussi continuer à prendre du plaisir dans ce qu'on fait et dans ce qu'on montre aux autres. Et là-dessus, il y a une bataille, il y a une petite bataille entre le temps qu'on nous laisse et ce qu'on a envie de faire, quoi. Donc c'est pas simple, c'est vrai que c'est pas simple. Un métier passion à préserver plus que jamais. Hein. Ce sera certainement ce message. La seule parade que j'ai pu trouver, c'est de garder toujours les droits de mon travail et de pouvoir le vendre en tant que fichier ou publier plusieurs fois. Et d'amortir peut-être quelques-uns de ces dessins au bout de quelques années en l'ayant vendu plusieurs fois. Mais c'est quand même extrêmement rare.
En tout cas, c'est bien de poser la question. Je ne suis pas sûre qu'on pourra répondre à toute la question dans son entièreté, malheureusement, mais de soulever combien ces métiers qu'on vous a présentés aujourd'hui sont essentiels. Et vraiment, merci à nos 3 invités pour cette très belle rencontre qui nous a permis de mieux comprendre la place de chacun. On peut les applaudir. Merci à vous.